Mars 2014, le roi Mohamed VI, hôte des Ivoiriens, accueille chez lui, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire retrouvait son pays après une période de convalescence à l'étranger. Tout un symbole. La scène, rare pour ne pas dire inédite, résume à elle seule la nature des relations entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. En 2013, au pays de Félix Houphouët-Boigny, l'État ivoirien se remettait d'une longue période de troubles politiques qui ont failli le plonger dans une mauvaise et interminable guerre successorale. Mais il eut ce moment où les Ivoiriens ont su trouver en eux suffisamment de sagesse pour éviter le pire. Depuis, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête un président aux compétences connues et reconnues, a renoué avec la stabilité, la sécurité et la croissance. Elle a en même temps retrouvé toute sa place sur la scène régionale et internationale avec cette touche de pondération qui est la sienne en matière de diplomatie. Sur le continent, pour le Maroc, la Côte d'Ivoire est un partenaire majeur. À partir de 2013, les relations maroco-ivoiriennes vont connaître un dynamisme remarquable avec notamment 6 visites royales et 2 déplacements présidentiels au Maroc. C'est un modèle de partenariat sud-sud. Un chiffre témoigne de l'excellence de cette relation. Sur les 500 accords signés par le Maroc en Afrique ces 5 dernières années, 120 projets sont avec la Côte d'Ivoire. Cette relation toutefois ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Les deux pays, sous l'impulsion de feu Hassan II et de feu Félix Houphouët-Boigny, se sont retrouvés naturellement sur une même longueur d'onde. Un traité d'amitié vient sceller cette relation en 1973. Pour accompagner cette journée dédiée à la Côte d'Ivoire, Madame Abou Arabi Yousra, professeure de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, c'est Abdeltif Koumat, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Casablanca, et c'est Saïd Tahiri, membre de l'association Citoyens du Maroc. Alors, une question pour tout le monde. Vous savez comment s'appelait l'avenue Houphouët-Boigny à Casablanca avant? Personne. Au mille. S'appelait l'avenue du 4e Zouave. Alors, le 4e Zouave, et c'est Lyautey qui l'avait baptisé ainsi quand il l'a construite par l'intermédiaire de Prost. Et vous savez que c'est une rue qui est aujourd'hui, enfin une avenue qui est aujourd'hui pas très longue, mais qui est l'entrée maritime et ferroviaire de Casablanca. Quand on débarque au port de Casablanca ou à Sidi Bel Aoud, c'est par là qu'on entre dans le grand Casablanca. Et cette rue, elle a été dédiée au 4e Zouave. Les Zouaves, comme vous le savez, c'est le contingent, le corps africain que la France avait constitué vers 1850 et qui a duré un siècle à peu près, jusqu'à 1962, avant d'être dissous. Et le 4e Zouave, c'est le 4e régiment qui a été formé en 2015 pour aller contribuer à la libération de l'Europe et à la guerre franco-allemande. Il reviendra bien sûr à la charge après ça lors de la Deuxième Guerre mondiale, il va s'illustrer et donc c'est vers 2020 que Lyautey, alors résident général de la France... Corrigé, c'est pas 2020. 1915. 1920 va la baptiser à la mémoire de ce régiment. Alors, Hassan II, quand il a voulu commémorer un père de l'Afrique, qui est Félix Houphouët-Boigny, a dû certainement penser à cette rue, parce qu'il s'appelle le 4e Zouave en mémoire des libérateurs de l'Europe, et il l'a dédié à l'un des libérateurs de l'Afrique. Et c'est comme ça que la rue Houphouët-Boigny et la rue du 4e Zouave est devenue l'avenue Houphouët-Boigny, une entrée principale de Casablanca. Madame Abou Arabi, Abou Rabi, pardon. Les relations maroco-ivoiriennes dans l'histoire, dans le présent, dans le passé, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses. Les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont très anciennes, à l'image des relations du Maroc avec l'ensemble de la région ouest africaine. Elles sont séculaires, elles commencent avec les premières dynasties
de la dynastie idrisside jusqu'à celle des Chorfa alaouites, en passant par des périodes durant lesquelles les échanges commerciaux étaient intenses, notamment au Moyen-Âge, puis avec des échanges religieux, notamment avec l'avènement des confréries soufis au cours du XIXe siècle, et se sont poursuivis à l'époque coloniale à travers la solidarité des peuples pour combattre la colonisation et au-delà au moment des indépendances. Alors le Maroc a obtenu son indépendance en 1956, la Côte d'Ivoire en 1960 et dès 1962, ces relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont été établies. Des relations diplomatiques. Des relations diplomatiques officiellement cette fois et qui très rapidement en fait se sont développées en une relation d'amitié puisque dès les années 60 et jusqu'au milieu, fin des années 80, on peut compter des dizaines, voire une centaine d'accords de coopération entre les deux pays, dont l'accord d'amitié, le traité d'amitié qui a été signé en 1973 oui. et qui est particulièrement important puisqu'il marque, à mon sens, le point de départ de cette coopération, du moins à l'échelle diplomatique, mais je pense qu'on va en discuter par la suite, qui s'étend à beaucoup plus de domaines. C'est Eric. Je confirme tout ce qu'a dit Mme Abou-Rabia, effectivement. Vous ne pouvez pas infirmer en tous les cas. Je ne absolument pas infirmer pour avoir eu le plaisir et l'honneur d'aller travailler également sur la Côte d'Ivoire et sur le développement de relations de partenariat avec des entreprises marocaines et ivoiriennes. Et j'ai vu de mes propres yeux, effectivement, combien cette amitié était naturelle et était immense. Il y a d'abord entre les deux peuples marocains et ivoiriens, une amitié qui est tout à fait naturelle, qui, dès que vous rentrez à Abidjan ou à Bouaké ou ailleurs, et qu'on sait que vous êtes marocain, il y a déjà cette ouverture qui est tout à fait naturelle et vous sentez que ces personnes-là vous aiment en tant que Marocains et que cet amour est partagé. Donc il y a déjà cette relation entre les deux peuples et donc cette sécularité et cette histoire qui se renouvelle, qui ne cesse de se renouveler et qui se confirme avec des relations de partenariat économique de plus en plus importantes. Cette relation, oui. cette amitié proprement, on va rester un instant pour essayer de cerner ce rapport Feu Hassan II, Feu Félix Houphouët-Boigny. Très bien. En fait, je voudrais, sans revenir un peu sur l'aspect séculaire, en fait, essayer d'analyser globalement ces 30 ou 40 dernières années de relations Maroc-Afrique, plutôt Maroc-Côte d'Ivoire, sur 3 étapes. La première étape, c'est l'étape Houphouët-Boigny, donc de 1962, où il y a bien sûr l'élaboration des relations politiques, où cette étape a été caractérisée par une amitié profonde et surtout, en fait, l'émanation de symboles de l'indépendance. Donc, Houphouët-Boigny, bien sûr, était le symbole de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et puis, Feu Hassan II également était un acteur principal de l'indépendance du Maroc. Et c'est lui qui a porté le projet Maroc après l'indépendance. Et donc, ce sont des pays qui sont... Voilà, après, bien sûr, Feu Mohamed V. Étaient des symboles de modernité, parce que les années 70-80, il y avait des pays africains qui émergeaient comme pays modernes et pays ouverts sur l'international, et le Maroc et la Côte d'Ivoire étaient en fait connus par... C'est très intéressant ce que vous me dites là. Il y a des pays en Afrique qui émergent comme des pays modernes et des pays modérés, parce qu'en ce moment-là, l'Afrique, au lendemain des indépendances, on va la trouver divisée, partagée entre 2 grands camps. Le camp de la modération, de la pondération, et le camp proche à l'époque du bloc de l'Est, de l'Union soviétique, du tiers-mondisme et de tout ce qui avait agité idéologiquement et politiquement les années 60, 70, 80, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Alors, comment se situe le rapport Hassan II Houphouët-Boigny à cette époque ? Alors, durant la guerre froide, le Maroc faisait clairement partie de l'ensemble des modérés, même si, de toute façon, généralement en Afrique, tout le monde se déclarait, se disait neutre, non aligné, puisqu'ils faisaient tous partie de... Il y avait le non-alignement positif et l'autre non-alignement. Voilà. Il y a une nuance. Exactement, mais il y avait justement plusieurs nuances dans la posture de non-alignement. Et donc, le Maroc était à la fois non-aligné, mais concrètement, il faisait
clairement partie de cette identité collective des modérés, avec un ensemble de pays africains, ouest-africains et centra-africains, principalement francophones, dont le Gabon, le Sénégal et aussi la Côte d'Ivoire. Et ensemble, ces pays formaient des alliances. Et aussi le Zaïre. Et le Zaïre, effectivement, et le Zaïre. Et ensemble, ces pays donc formaient des alliances dans le sens d'une coopération accrue dans les domaines politiques et sécuritaires dans une Afrique qui était tiraillée entre les deux blocs. Des deux blocs, oui. Alors, il y a cette relation avec, ça a été dit, avec la Côte d'Ivoire, mais également avec Senghor, le Sénégal de Senghor, le Gabon de Omar Bongo et le Zaïre de Sékou Touré. Non, il y avait la Guinée de Mobutu, il y avait la Guinée de Sékou Touré également. Quoique, il était un peu plus radical, mais sur un plan global, il s'alignait plutôt du côté du Maroc. Donc, ce rapport, on va trouver la Côte d'Ivoire aux côtés du Maroc au sein de ce qui était à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine. Comment s'est manifesté ce soutien? Comment il s'est traduit? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un soutien qui était naturel. Tout d'abord, c'est l'émanation d'un processus après l'indépendance qui voulait construire l'Afrique sur des bases, sur un certain nombre de valeurs que se partageaient ses leaders. Comme en fait l'ouverture, le libéralisme, mais également le respect un peu des valeurs africaines. Et donc c'était en fait un lien naturel, historique, mais également associé à des dimensions personnelles. Ce sont des relations de respect, de confiance et d'amitié entre ces leaders qui a fait qu'il y avait une alliance et ils ont émergé comme leaders de la nouvelle Afrique après l'indépendance, que c'était normal qu'il y ait en fait une alliance politique, un point de vue partagé entre ces différents leaders. Et ce qui est très intéressant dans cette période, c'est que lorsqu'il y a eu la conférence de Casablanca, les deux groupes qu'on disait modérés et révolutionnaires par la suite, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Exactement. Oui. Dans la première conférence de Casablanca qui avait été organisée par le roi Mohamed V, on retrouvait effectivement Kwame Nkrumah et d'autres leaders qui étaient affiliés, qui étaient reconnus par la suite comme faisant partie du groupe des révolutionnaires. Et en fait, ce qui est intéressant dans le processus de création de l'OUA, c'est qu'à la fois, effectivement, il y avait ces deux groupes idéologiques, mais surtout, il y avait la volonté de créer un groupe panafricain qui justement ne répond pas à ces clivages idéologiques. Alors bien sûr, ces clivages idéologiques persistaient et provoquaient des débats entre les chefs d'État en Afrique, mais avant tout, il y avait cette volonté de créer une forme de solidarité panafricaine qui finalement a vaincu, puisque la création de l'OUA s'est faite sur cette base-là et a réuni à la fois des chefs d'État... Une forme de syncrétisme politique. Exactement. Alors, les relations Côte d'Ivoire, évidemment, Maroc, se sont traduites à l'échelle internationale par une convergence notable, mais également au plan bilatéral. Comment se sont retrouvés à quel niveau pouvait-on situer les rapports maroco-ivoiriens sur le plan économique à cette époque? Ces relations ont toujours été excellentes entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Même si, par moments, mais vraiment très court, le développement économique, politique de ces relations n'était pas toujours dans cette excellence souhaitée et naturelle, cette excellence revenait de manière tout à fait naturelle, je dirais, parce que justement, il y avait cette ambition de travailler ensemble. Nos deux pays ont toujours eu des leaders charismatiques qui ont toujours voulu un développement de leurs relations d'une manière stable, d'une manière continue et d'une manière régulière. Ça s'est manifesté du temps de Mohamed V, ça s'est manifesté du temps de Hassan II avec Félix Houphouët-Boigny, et ça continue à se faire avec Sa Majesté Hassan II. D'ailleurs, votre éditorial le dit très bien. Sa Majesté Mohamed VI a reçu le président Ouattara chez lui à Abidjan
à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quand on est marocain et qu'on est à Abidjan, on se sent chez nous. Chez soi. On se sent chez nous, effectivement. Et nos amis ivoiriens, nos frères ivoiriens nous le confirment à chaque fois que nous mettons les pieds chez eux et à chaque fois qu'ils viennent chez nous. Il y a une importante communauté marocaine. Oui, tout à fait. C'est un peu la réponse à votre question par rapport à qu'en est-il de la situation économique dans les années 60-70. Je dirais peut-être que les relations économiques n'étaient pas très développées, mais les bases d'un potentiel étaient en train d'être construites. Il fallait une impulsion, et l'impulsion, on la vit actuellement. Mais les bases sur le plan juridique, parce qu'il faut le dire, il y avait pratiquement une cinquantaine d'accords, de conventions qui régissaient les différents domaines signés jusqu'au début des années 2010. Il y avait une communauté également marocaine qui était très présente en Côte d'Ivoire dans les différents domaines, le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie, notamment de l'industrie textile. Et puis surtout, la relation de confiance entre les deux peuples se construisait en se basant bien sûr sur les relations au niveau des leaders des différents pays. Et puis bien évidemment, il y a eu l'étape. La deuxième étape, c'est l'étape de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, où le Maroc, en fait, a été parmi les pays les plus présents au niveau de l'ONU-SID, l'opération des Nations Unies, pour préserver la paix au niveau de la Côte d'Ivoire. On y viendra. Et tout cela a préparé le champ pour une impulsion extraordinaire que nous vivons actuellement. On y reviendra. Très bien. Moi, au-delà du soutien économique, au-delà du soutien politique, effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est que même pendant cette période, J'aimerais pour cette phase, vous m'excusez. Sur les questions économiques, je voulais juste appuyer quelque chose. On y reviendra. Mais dans la période. On va y revenir. On va revenir au présent. J'aimerais bien savoir, juste maintenant, avant la fin de cette première partie, pendant qu'on est dans l'histoire, un peu parler de cette communauté marocaine en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Marocains ont été vivre en Côte d'Ivoire et crier. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, toute cette zone, l'Afrique de l'Ouest était effectivement une région très sollicitée par les familles marocaines. Beaucoup de familles de Fès, de cette bourgeoisie fessique, des commerçants qui sont partis effectivement s'installer à Abidjan et à Dakar. Mais ça remonte à beaucoup plus, comme le souligne. Cette présence marocaine commerçante en Afrique et donc en Côte d'Ivoire, elle remonte à l'histoire. Oui, elle est très ancienne. Elle est séculaire aussi. Il y a des familles anciennes qu'on ne saurait même pas distinguer. Oui. Tout comme au Sénégal ou au Mali ou dans d'autres pays de la région. Cette présence, elle est aussi là en Côte d'Ivoire et certainement aussi la Côte d'Ivoire au Maroc, tellement que ce n'est plus possible de dire qui est ivoirien ou qui est marocain. Mais effectivement, il y a une migration beaucoup plus récente. Mais sur les questions des échanges économiques, là, si on revient à l'histoire, là, je rejoins ce que disait M. Abdelatif sur le fait que pendant la période post-coloniale, pendant la période de la guerre froide, les relations économiques n'avaient pas encore pris la dimension qu'elles ont pris actuellement pour la simple raison qu'on est encore dans une période de construction politique et de construction de liens et de liens de confiance. Oui. Et je dirais que chaque pays était aussi centré sur lui-même dans la construction de l'État moderne. Déjà ça, mais pas que, parce que les relations maroco-ivoiriennes à cette période, elles illustrent plus généralement les relations intra-africaines par rapport aux relations intra-européennes dans le processus de construction. Oui. L'Union européenne s'est construite d'abord économiquement, ensuite politiquement. L'Union africaine s'est construite d'abord politiquement et ensuite économiquement. Et donc les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, historiquement, de la même façon, se sont construites d'abord politiquement et aujourd'hui beaucoup plus économiquement. C'est aussi donc dû essentiellement à la nouvelle orientation, à la nouvelle impulsion que va donner le roi Mohamed VI à la politique extérieure marocaine et à la politique vis-à-vis de l'Afrique. Oui. C'est sur ce point que je voulais justement souligner, Sinaïm, que le Maroc était présent
à un moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de lui. C'est le moment où il y a eu effectivement ces troubles politiques et on parlait de guerre civile à l'époque. Et effectivement, les entreprises marocaines, le peuple marocain, les Marocains étaient présents à un moment où les Ivoiriens avaient besoin de leur présence et ont marqué et ont démontré... Dans les années 2008, c'est ça. Et ont démontré cette confiance. Il était donc tout à fait naturel, avec l'impulsion qu'a donnée Sa Majesté dès 2013-2014, avec les différents accords de partenariat, que cette dynamique économique puisse se développer davantage. En fait, oui, c'est dans la même logique. Je dirais que c'est un processus qui a été construit progressivement. Bon, comme l'a dit Mme Abourabé, bon, tout d'abord, bien sûr, il y a cette particularité de l'Afrique, les relations politiques. Et puis, bien sûr, c'est instauré cette relation de confiance qui a préparé le terrain à la dimension économique. Et puis, le processus Maroc-Côte d'Ivoire est passé par des étapes très profondes. Les années 60-70, c'est la construction des relations sur le plan politique, etc. Justement c'est pour cette phase qui m'intéresse. On va assister quand même à des guerres sur le terrain entre les deux blocs constituant l'Afrique, ce sont des blocs qui se découlaient, des blocs à l'échelle internationale. Et on va se retrouver dans des actions, non seulement politiques, mais militaires, par exemple en Angola, par exemple au Zaïre, quand le Katanga va être attaqué. C'est cette époque que j'aimerais bien qu'on puisse restituer pour cette première partie. Parce que cette relation n'est pas seulement une relation de passivité politique, d'amitié politique passive, mais c'est une amitié politique active qui va être acculée à un moment donné de contrer la subversion qui venait de l'autre camp. Oui, l'ensemble des pays du camp de l'Ouest, qu'on disait modérés, subissaient la pression de deux puissances. Celle de la France, évidemment, qui cherchait à maintenir son précaré, et celle des États-Unis, qui, dans le contexte de la guerre froide, avait déployé... Également, il y a les pays... Oui, effectivement. Je parle des pays francophones, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et les États-Unis, qui, dans le contexte de la guerre froide, avaient développé la politique du containment. Et qui, la politique du containment, vise à repousser la menace communiste, d'abord par des moyens politiques, mais pas forcément, mais militaires en dernier lieu. Et donc, la plupart des pays africains... Il y a eu quand même des contingents marocains qui ont tenté les... D'abord, on a trouvé le Maroc au Biafra au Nigeria, mais on va retrouver le Maroc avec la Côte d'Ivoire, précisément. Exactement. Avec le Gabon et d'autres pays. On va les retrouver en Angola, contre le MPLA, aux côtés de l'UNITA, etc. Oui. Donc, c'est... Oui, ces opérations, non, elles étaient là, au Zaïre aussi, enfin au Zaïre, puis au Congo. Et d'ailleurs, c'était la première opération marocaine qui allait dans ce sens-là. On va dire que finalement, l'histoire a fini par donner raison, à partir de la chute du mur de Berlin et l'implosion du bloc soviétique, au camp des modérés. Donc on va se retrouver dans de nouveaux équilibres qui vont se mettre en place progressivement. Je crois qu'on a consacré cette première partie à un bref retour. Ce n'est pas possible de revenir sur toute l'histoire maroco-ivoirienne en si peu de temps, mais on a essayé de donner une esquisse de cette complicité politique, économique, militaire qui a duré et perduré tout au long des 40 premières années de l'indépendance. On va y revenir pour la deuxième partie, afin de débattre et revenir, faire un retour, cette fois-ci, non pas en arrière, mais en avant, pour parler du présent. À tout de suite. Rebonsoir pour cette deuxième partie du débrief de cette semaine consacrée et dédiée à la Côte d'Ivoire et aux relations maroco-ivoirienne. On est toujours avec le professeur Yousra Abourabi, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. C'est Saïd Tahiri de l'association Citoyens Marocains et le professeur Abdelatif Koumat, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Casablanca. On a vu un peu dans cette première partie, on avait esquissé ce fait qu'on a qualifié de rare
quand le roi Mohamed VI accueille chez lui, c'est-à-dire à Abidjan, Alassane Ouattara, revenant de l'étranger où il était en convalescence, et c'est tout un symbole qui se développe ici. Alors là, on est dans une nouvelle dynamique, on est dans un nouveau type de rapport, plus décontracté, plus moderne, plus poussé sur l'économie. Professeur Yousra. Oui, cet acte constituait un acte symbolique, une mise en scène symbolique qui permettait de montrer à quel point les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire avaient atteint un degré de confiance, de solidarité et d'entente assez poussé. Et c'est le résultat de plusieurs années de coopération assidue entre le roi Mohamed VI et le président Ouattara. Plusieurs accords ont été signés, je pense qu'on va en parler dans un moment, mais aussi des marques de solidarité affichées à la fois par des actes de langage et par des actes symboliques. Il existe une véritable diplomatie émotionnelle à l'œuvre, faite de marques d'amitié positives exprimées dans les deux sens, puisque on désigne les Ivoiriens à juste titre comme des pays frères, ils nous désignent également comme un pays frère ou sœur. Et au moment où le président Ouattara a accueilli le roi Mohamed VI, il a dit que le roi était ici chez lui. Et ça fait aussi partie de cette diplomatie émotionnelle qui vise à montrer à quel point nous sommes rentrés dans une relation de confiance. Mais cette relation de confiance, elle est bien évidemment basée pas que sur de l'affect. Non. Elle est basée aussi sur tout un processus qui a mené à la situation à laquelle on assiste aujourd'hui, qui est une véritable coopération assidue, poussée et de confiance. Alors, comment ce processus commence? En fait, les bases étaient posées pour qu'on aille vite. Et c'est ce qui est arrivé. Non, il ne faut pas aller vite. Il faut poser les jalons. Pour que le Maroc... Ah oui, bien sûr. Moi, je parle des relations maroco-ivoiriennes. Ils se sont développés vite à partir de 2011. Bien sûr, 2011, c'est l'année de prise de fonction du président Ouattara. Et bien sûr, en se basant sur ces relations de confiance, d'amitié qui sont construites, les choses vont vite évoluer en termes de relations. Tout d'abord entre les deux chefs de pays, mais également à travers les différents acteurs politiques, économiques et autres. La preuve, s'il en est une, c'est tout d'abord le nombre d'échanges de visites. Sa Majesté le roi est allé 6 fois en Côte d'Ivoire. Il y a eu également 2 visites présidentielles au Maroc. Et puis, il y a des forums, des salons, et il y a des comités de travail sur le volet des échanges économiques. Et puis, il y a le nombre de projets, le nombre de conventions. Jusqu'à 2011-12, il y avait une 50aine de conventions signées entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à plus de 140 conventions. Donc, le rythme s'est accéléré. Entre les visites de Sa Majesté de 2013-2014, il y a eu à chaque fois une quinzaine d'accords qui ont été signés, qui portent sur tous les aspects. Et ce qui fait que la dynamique s'est accélérée en matière d'échanges commerciaux qui ont triplé entre 2011-2012 à aujourd'hui. Il y a eu un triplement des échanges commerciaux. Bien sûr, il y a plus d'export du Maroc vers la Côte d'Ivoire que de l'import du Maroc de la Côte d'Ivoire, mais toujours est-il, le rythme d'une manière globale, que ce soit import et export, a été multiplié par 3. Également, il y a une forte présence aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises marocaines en Côte d'Ivoire dans le domaine des télécommunications, le domaine financier, les banques, dans le domaine de l'infrastructure. Aujourd'hui, le Maroc accompagne les grands projets structurants, notamment dans la région d'Abidjan, mais la Côte d'Ivoire d'une manière générale, dans le domaine des bâtiments, les travaux publics, la construction des logements, etc. Donc, il y a une forte dynamique, et à tel point que cette relation aujourd'hui et la matérialisation concrète de ce que pourrait être la coopération Sud-Sud et ce que pourrait être en fait cette volonté du Maroc de développer la relation avec les pays subsahariens. Elle a été développée par le roi à Abidjan, dans son discours d'Abidjan, sur le partenariat Sud-Sud de débarrasser l'Afrique est devenue mature de la tutelle occidentale et de la tutelle internationale. Oui. Cette maturité que nous avons aujourd'hui en Afrique est très importante. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce partage d'expériences que nous avons avec nos amis et nos frères ivoiriens dès que nous commençons à discuter
de relations de partenariat économique qui sont basées d'abord sur le respect. Et ça, c'est très important. Nous, par rapport à ce qu'ont pu vivre certains pays africains auparavant, dans les années 40, 50 et voire même avant, la relation entre les acteurs économiques marocains et leurs homologues ivoiriens est basée d'abord sur le respect, est basée d'abord sur le partage d'expériences, sur comment on peut se développer ensemble. Rappelez-vous qu'après cette crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays et les seuls pays qui a connu une croissance à 2 chiffres pendant plusieurs années. Cette croissance qui est venue après la phase de trouble. Après cette phase de trouble, et là, effectivement. on n'en a pas beaucoup parlé, c'est cette phase de trouble que va connaître à partir de cet appel à l'ivoirité qui essayait, 2002-2003. qui essayait d'exclure Lassana Ouattara de la course à la présidentielle. Et le Maroc va jouer un rôle aux côtés des Ivoiriens pour le retour. Comment s'est fait cette contribution marocaine? Comment elle s'est concrétisée? Moi, je pense que le Maroc a toujours été stable dans sa relation avec des Ivoiriens, avec la Côte d'Ivoire, avec, comme je le disais tout à l'heure, un respect qui est c'est une intransigeance, ce respect. Le Maroc ne s'est jamais immiscé dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, mais il était présent. Et il était là quand on avait besoin de lui, lorsqu'on nous a demandé effectivement d'accompagner la mission des Nations Unies. Le Maroc a répondu présent. Lorsque la Côte d'Ivoire a demandé la présence de contingents marocains, le Maroc était présent. Comme la Côte d'Ivoire aussi a toujours été stable dans sa relation politique avec le Maroc et a toujours soutenu les causes fondamentale et prioritaire du Royaume du Maroc. Donc cette complicité, si elle a été possible, si les relations sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce que vous appelez un protocole d'accueil qui accompagne et qui permet que s'épanouisse ce type de relations. Oui, et qui fait partie de cette diplomatie émotionnelle qui est à la fois une illustration et qui permet aussi de conforter les autres diplomaties sectorielles dont on est en train de parler, dont la diplomatie économique. Lorsque le roi va quelque part, c'est aussi une garantie pour les entreprises que les choses vont bien se passer. Et donc tout le protocole lié à son accueil et à ses activités est tout aussi important que le reste. Donc lorsque le roi va à Abidjan et qu'on voit qu'Abidjan est transformé, revêtu de ses plus beaux apparats et qu'une foule chante Akwaba qui veut dire voilà ses plus beaux atouts et Akwaba qui veut dire bienvenue en baoulé, pour le roi et pour cette délégation marocaine, c'est un protocole d'accueil qui n'est pas anodin, qui est véritablement là pour conforter, pour montrer... C'est la sémantique de l'amitié. Exactement, pour montrer que cette visite n'est pas anodine et pour aussi rassurer les autres, ou attirer plutôt, ça va dans le sens d'une attraction, être attractif vis-à-vis de toutes les autres parties prenantes, présentes ou futures, qui souhaiteraient conforter les projets de coopération ou y participer d'une façon ou d'une autre. Alors, si tout cela était possible, on reviendra tout à l'heure pour voir un peu le nombre d'accords et de conventions et de leur mise en œuvre qui sont été mises en place, mais c'est parce qu'il y a deux personnalités. Il y a la personnalité du roi Mohamed VI, il y a la personnalité du président ivoirien Alassane Ouattara, qui est une compétence internationale connue, je l'ai dit dans l'introduction, connue et reconnue. Il est au plan économique l'une des références à cette échelle. Qu'est-ce qu'on peut dire du président ivoirien? Un grand monsieur très aimé par son peuple, très respecté dans le continent africain et dans le monde. Un grand monsieur qui a su incarner cette sagesse et cette intelligence du peuple ivoirien lorsqu'ils ont eu besoin d'un leader charismatique pour porter le pays dans une dynamique économique et sociale après une période de trouble qui aurait pu tourner effectivement vers des choses qui auraient pu être
très méchante, je dirais, pour ce pays-là. C'est un leader charismatique qui a donc su relever le défi du développement économique, du développement politique, du développement social de la Côte d'Ivoire. Et je tiens vraiment à souligner ici les marques d'amour et d'affection de sa population, de cette population ivoirienne. Dès que vous parlez du président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est très respecté et très aimé par son peuple. En fait, il faut rajouter à cela la dimension compétence. C'est une personnalité qui est passée par de grandes responsabilités dans des organisations internationales, notamment économiques. Et cela, bien évidemment, ne peut pas être, je dirais, ne pas être pris en considération dans le pragmatisme avec lequel les choses vont évoluer après. Comme j'ai dit tout à l'heure, les choses ont évolué en termes tout d'abord d'approche des projets, mais également d'exécution et de suivi de projets. Tout cela dénote de part et d'autre, de part du souverain du Maroc et du président de la Côte d'Ivoire, qu'il y a un pragmatisme et une recherche d'efficacité et d'efficience. Parce que ce n'est pas anodin qu'il y ait autant en fait, de projets, en fait une période aussi courte, d'initier et de réaliser, suivi, et les résultats, ils sont là. Également, la nature, en fait, vous avez parlé du protocole d'accueil, il y a toute la dimension des délégations qui sont échangées entre les deux pays. Avant de commencer, je voudrais juste donner, alors je rappelle qu'on est autour de 120 projets avec la Côte d'Ivoire, dont 45 sont déjà finalisés. Le Maroc se positionne dans le top 3 des investisseurs privés en Côte d'Ivoire, avec à peu près autour de 313 millions d'euros. Et on trouve également le Maroc très présent dans le secteur bancaire. Exactement. Et pour répondre à votre question et en même temps pour rajouter un autre point par rapport au président Ouattara, on pourrait ajouter aussi, au-delà de la compétence, l'ambition, puisque le président Ouattara ambitionne pour la Côte d'Ivoire de devenir un pays émergent. Et par conséquent, il y a une convergence. Il y a encore, oui. Comment ? J'allais anticiper, mais vous y êtes. Il y a une convergence des approches en termes économiques et politiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Deux pays qui veulent devenir émergents. Voilà, deux pays qui veulent devenir émergents et qui ont globalement, qui souhaitent le faire par la même approche, qui est une approche à la fois libérale sur le plan économique, mais qui se veut être aussi socialiste à certains égards, dans le sens où elle veut prendre en compte les questions d'inégalité socio-économique, les questions, le partage des richesses. Le partage des richesses. Le ruissellement. Ça aussi, c'est un héritage, effectivement. Et puis, donc, pour répondre à votre question par rapport aux accords et aux échanges, il me semble bien que les échanges ont quadruplé en 10 ans. Dans tous les domaines, il y a les finances, les banques, il y a aussi les télécommunications, Maroc Télécom. Je pense à Move qui est présent en Côte d'Ivoire, entre autres. Il y a les infrastructures, il y a la gestion de l'eau et de l'électricité, de nombreux accords dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, surtout avec un certain nombre d'embarcadères de pêche. Et puis dans le secteur des holdings et des industries. Et enfin dans le secteur environnemental, chose sur laquelle j'aimerais bien parler un peu plus tard si on en a l'occasion. Ouais. Et même dans le secteur du tourisme, si je peux juste rajouter par rapport à ce secteur, où effectivement la Côte d'Ivoire est un pays qui a d'énormes atouts touristiques, en plus de ses atouts économiques et industriels, et où effectivement il y a un partage d'expériences et un partage de vision important avec des acteurs économiques marocains qui feront que demain la Côte d'Ivoire peut être l'un des leaders du tourisme sur le continent africain. Maintenant, juste dans la continuité par rapport au président Alassane Ouattara, c'est un président qui a une vision pour son pays. Et cette vision est importante. Et cette vision, elle est partagée. Et elle est partagée aussi bien avec des leaders comme Sa Majesté, qui a également une vision pour notre pays. Mais cette vision, au-delà de la relation, de la coopération bilatérale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, elle peut être également une ouverture pour une plus grande coopération sud-sud. C'est un exemple pour une coopération sud-sud. Et à travers cette relation Maroc-Côte d'Ivoire, ça peut être également un hub pour une plus grande convergence et une plus grande synergie
des atouts économiques avec d'autres pays africains. En fait, oui, ça va dans le même sens. On parle du pragmatisme, du concret. Bon, vous l'avez dit, le Maroc aujourd'hui, il est parmi les top 3 des investisseurs en Côte d'Ivoire. Et en 2015, il était même le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Et cela dénote de cette volonté en fait, d'aller de l'avant. Et tout à l'heure, en évoquant le pragmatisme, en fait, les délégations en fait, qui accompagnaient Sa Majesté lors de ces visites étaient des délégations composées essentiellement d'opérateurs économiques. Avec notamment la CGEM, qui avait bien sûr un rôle central au niveau de ces missions. Et puis, s'en est suivi des forums, des salons, des rencontres. Tigerio Alpha Bank, Voilà, la BMCE, les banques également, BOA c'est Côte d'Ivoire. une bonne chose qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais également des autres pays de l'Afrique, pas seulement de l'Ouest, aujourd'hui, on a des banques marocaines qui sont présentes dans une trentaine de pays africains. Oui, mais on parle de la Côte d'Ivoire. Ils préparent le terrain. C'est une bonne chose, parce que le fait d'avoir des structures bancaires en Côte d'Ivoire, nos hommes d'affaires, nos opérateurs économiques ont des interlocuteurs sur place pour faciliter, pour les informer. Donc, ce qui fait qu'on est... c'est pour ça que je dis tout à l'heure que c'est un exemple de réussite, parce qu'il démontre tout d'abord cette diversité et cette particularité à ce que les relations Sud-Sud ne soient pas limitées à des échanges de matières premières ou autres. Ils vont aujourd'hui vers le secteur financier, les assurances, les télécommunications. C'est le discours d'Abidjan. Voilà. C'est le cours de roi Mohamed d'Abidjan où il fallait se dépoussiérer toute la nature des rapports entre les deux pays. On ne va pas s'apesantir trop sur les relations économiques parce que d'autres émissions pour cette journée, ils sont consacrés. J'aimerais bien qu'on reste un peu dans le volet politique et dans le volet culturel, historique. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir nommé un consul à l'Aïoun. Alors, ça traduit quoi? C'est une autre manifestation du soutien de la Côte d'Ivoire aux causes pour ceux qui ne nationales. savent pas, qui nous écoutent à l'étranger et qui nous suivent, c'est le chef-lieu, pardonnez-moi, c'est le chef-lieu des provinces du Sahara. Tout à fait. Donc je disais que c'est une autre manifestation de la Côte d'Ivoire, de ce soutien de la Côte d'Ivoire aux causes nationales, à la cause nationale du Maroc. Et le fait d'être le premier pays à avoir nommé ce consul est une confirmation encore de cette marocanité de nos provinces et de la position politique de ce pays leader sur le continent africain. C'est un consulat honoraire, mais bon, c'est très symbolique. C'est un signe très fort, oui. Un consulat qui va être donc le consul M. Lainen, qui va couvrir l'ensemble de la région jusqu'à Dakhla et toute la région. Et il faut aussi rappeler jusqu'à le Gouéra. Il faut aussi rappeler plus généralement que la Côte d'Ivoire n'a jamais reconnu le Polisario et a toujours soutenu la position marocaine. Ça a été toujours une constante dans les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces relations sont excellentes par rapport à plusieurs autres pays. Et donc cette décision est récente, elle date de 2019, mais si on remonte aussi aux autres années, on observe par exemple que la Côte d'Ivoire, à l'échelle onusienne, a toujours soutenu la position marocaine et même en plusieurs discours des officiels ivoiriens tentent de pousser les discussions pour une sortie du conflit, pour une résolution. Donc il y a aussi un dynamisme de la diplomatie ivoirienne à l'échelle onusienne qui n'est pas simplement passif, mais qui est aussi assez actif. À l'Union africaine également, je pense que c'est important de rappeler que parmi les pays qui avaient été visités par le ministre des Affaires étrangères avant notre adhésion à l'Union africaine, il y avait 8 pays. La Côte d'Ivoire en faisait partie naturellement, puisque la Côte d'Ivoire faisait partie exactement de ces pays dont on espérait un soutien en particulier. Et puis surtout, la Côte d'Ivoire a signé la motion des 28 pays qui ont demandé à l'Union africaine de rejeter, de suspendre, donc le titre c'est la suspension de la fantomatique RAST des activités de l'Union africaine,
et aussi pour pouvoir permettre à l'Union africaine de soutenir positivement les efforts de l'Union dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire, là encore, avait signé sans... Très présente, très active. Voilà. Et enfin, il y a eu le sommet UA-UE, puisque lors du premier sommet UA-UE, qui a été organisé à Abidjan, la Côte d'Ivoire n'a pas souhaité inviter la fantomatique Rast, la pseudo-Rast, et avait dit, donc il y avait un des officiels ivoiriens qui avait dit, de toute façon, on ne reconnaît pas cette entité, c'est nous qui accueillons, donc c'est nous qui décidons de qui on aimerait inviter. Alors bien évidemment, derrière, l'Afrique du Sud, l'Algérie était très active, et le président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a décidé quand même tout de même d'inviter l'entité. Mais quand même, il faut quand même bien rappeler que la Côte d'Ivoire était... L'acte a été consigné. Comment ? L'acte de refus a été consigné. Oui. Et très clair. Bon. Oui, en fait, dans le même sens, au-delà de la position en fait, qui est connue, qui est évidente de la Côte d'Ivoire par rapport à l'intégrité territoriale du royaume, c'est surtout sa position dans les instances internationales. C'est une évidence dans les relations bilatérales, mais la Côte d'Ivoire va au-delà pour défendre les intérêts du Maroc au niveau des organisations régionales et internationales. Et bon, c'est signe un peu de ce respect, de cette amitié qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de démontrer. Donc c'est une réalité évidente. Madame Abourabeh, il y a une présence culturelle ou une présence spirituelle de l'islam en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la présence soufie, de la présence des confréries, sur les rapports interreligieux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire? Alors, ils sont à l'image des échanges religieux et spirituels de la région, plus globalement, marqués d'abord par l'activité des confréries soufis, et en particulier de la confrérie Tijaniya. On sait que le centre de pèlerinage se situe à Fès, puisque c'est là où se situe le tombeau de Ahmad Tijani. Oui. Et alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'on a souvent tendance à penser que les confréries Tijani sont présentes au Sénégal ou au Mali. En réalité, en Côte d'Ivoire aussi, il y a une forte présence de cette confrérie, dont le calife Moustapha Sonta est actuellement le représentant. Donc c'est le représentant de la communauté Tijani. C'est pas la même présence qu'au Sénégal et au Mali. Comment ? C'est pas la même force de présence qu'au Sénégal et au Mali. C'est pas la même force de présence, mais tout de même c'est une présence qui est notable. Et l'ambassadeur, notre ambassadeur d'ailleurs qui est très actif, notre ambassadeur Abdelmalek Tchani en Côte d'Ivoire a déjà plusieurs fois rencontré, il me semble, le dignitaire, le calife. Plus généralement, ces relations religieuses dépassent aussi le cadre strict de la Tijaniya. Il y a eu aussi le soutien du Maroc à différentes institutions islamiques, notamment le COSIM, c'est le Conseil supérieur islamique, le CNI, c'est le Conseil national islamique, la LIPCI, la Ligue... Je vous écouterai des heures et des heures. Oui. Malheureusement, on arrive au bout de cette émission consacrée à la Côte d'Ivoire. On a essayé de faire autant que faire se peut, un peu le tour d'horizon, qu'il soit politique, culturel, économique, historique, pour essayer de célébrer cette amitié, j'allais dire hors pair. Alors, à la semaine prochaine, Inch'Allah.